C'est sans doute un des endroits les plus dangereux au monde pour les Occidentaux, le Pakistan. Dangereux car c'est un vivier d'islamistes et que, selon toute vraisemblance, Ben Laden et ses séides y ont trouvé refuge. Attentats et assassinats ensanglantent régulièrement le pays qui, par ailleurs, entretient un foyer de troubles au Cachemire, un territoire montagneux revendiqué aussi par l'Inde. L'Inde, le puissant voisin, le colosse de la région, auquel l'ont déjà opposé 4 guerres. L'Inde qui possède, comme le Pakistan, la bombe nucléaire. Ce qui explique l'intérêt que portent les diplomates à l'évolution des rapports toujours tendus entre ces deux pays, une nouvelle guerre pouvant provoquer une catastrophe internationale. Nous allons revenir avec M. X sur l'histoire tumultueuse du Pakistan, née en 1947 de la partition de l'empire colonial britannique des Indes. Mais si mon interlocuteur a choisi cette semaine ce sujet, c'est qu'il voulait me parler d'un événement demeuré aujourd'hui encore mystérieux. La mort, en 1988, du président pakistanais, le général Zia-ul-Haq. Accident, sabotage, l'avion qui le transportait s'est écrasé au sol. L'affaire est d'autant plus curieuse que beaucoup de monde avait de très bonnes raisons de faire disparaître le dictateur. L'homme qui, en islamisant son pays et en y instituant la charia, est sans doute l'un des premiers responsables de la vague de fondamentalisme qui s'est répandue dans la région et bientôt dans le monde entier, avec les conséquences qu'on connaît en matière de terrorisme. Vous vous souvenez sans doute du visage de Zia-ul-Haq, ses cheveux plaqués sur le crâne et séparés par une raie médiane, une coiffure de danseur de tango. Et en dessous, dans un visage bistre, ses yeux très sombres, très pénétrants. Moustache aussi, hein? Oui, oui. La tête d'un homme peu commode. Et effectivement, le général Zia-ul-Haq a régné sur son pays d'une main de fer. Et puis après, le pouvoir par la force, hein? Ça, on va en reparler. Mais peut-être un mot auparavant sur l'histoire du Pakistan. Dans l'Inde coloniale, les Indes, comme on disait alors, il existait essentiellement 2 groupes religieux, les hindous et les musulmans. Et 2 groupes qui ont toujours coexisté difficilement. Même s'il leur arrive de se dresser ensemble contre le colonisateur britannique. Mais vous avez raison, les rapports entre les 2 communautés sont souvent explosifs et aboutissent à de véritables massacres. Et c'est toujours le cas. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques savent que l'indépendance est inéluctable. Oui, grâce à l'action de Gandhi en particulier. Oui, mais il existe un puissant parti, le parti du Congrès, qui aspire à l'indépendance. Il y a aussi une ligue musulmane. Les musulmans étant moins nombreux que les hindous. C'est exact. Et la perspective de l'indépendance exacerbe les passions entre les 2 communautés. Et c'est ainsi que naît l'idée de créer 2 États séparés. En fait, ce sont surtout les musulmans qui poussent à la roue. Et en 1947, dans l'urgence, les Britanniques bricolent la partition et tracent des frontières. Bricolent, hein? Oh, il n'y a pas d'autre mot. Dès le départ, il est évident que l'État musulman ne sera pas viable. Il est en effet composé de 2 entités séparées par près de 2000 kilomètres. Au nord, on crée le Pakistan actuel. Et à l'est, ce qui deviendra plus tard le Bangladesh. En outre, il demeure une question épineuse, celle du Cachemire, aux confins de l'Inde et du Pakistan occidental. Épineuse, hein? Parce que c'est un État princier. C'est-à-dire l'un de ces territoires où l'administration britannique a laissé l'apparence du pouvoir à un Maharaja. Et ce dernier, bien que son État soit majoritairement peuplé de musulmans, choisit le rattachement à l'Inde, parce que c'est un hindou. Il est clair dès ce moment que la possession du Cachemire sera un perpétuel sujet de conflit entre les 2 États. Mais ça continue encore aujourd'hui. C'est juste. Mais revenons au Pakistan. Vous savez ce que veut dire Pakistan? Ah non, j'avoue que non. Ben, c'est très curieux. Ça veut dire le pays des purs. Mais c'est également un acronyme. Expliquez. Le mot a été fabriqué en utilisant les lettres de ces différentes provinces. P comme Pendjab, A pour Afghan, K pour Cachemire, S pour Sindh et Tan pour Balouchistan. Je ne savais pas si ça va. Oh, je vous en prie. Mais attendez, vous avez dit A pour Afghan. Bah, l'Afghanistan ne fait pas partie de ce nouvel État. Bien sûr que non, mais au nord vivent des Pashtuns qui sont les frères des Pashtuns qui habitent en Afghanistan. Oui. Et d'ailleurs, je crois qu'on dit aussi, pour les Pashtuns pakistanais, on dit les Pathans aussi, je crois. Alors bon, ces Pashtuns ou Pathans composent, en tout cas en Afghanistan, la principale ethnie. Hein. Et cette division est encore l'une des aberrations du colonisateur quand il a tracé les frontières, mais enfin passons. En tout cas, la partition de l'Inde et du Pakistan se fait dans la douleur. On assiste à de gigantesques transferts de population. C'est-à-dire que les musulmans montent vers le Pakistan et les hindous rejoignant le sud. Ouais. Tout cela s'accompagnant d'affrontements meurtriers entre les 2 communautés. On comptera des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Bref,
Dès le début, c'est la haine qui prévaut. Et la guerre éclate presque aussitôt. À cause de la question du Cachemire? Naturellement. Et c'est l'Inde de Nehru qui l'emporte. C'est un véritable traumatisme pour les Pakistanais qui vont désormais être obsédés par la question de leur sécurité. Songez que ce pays extrêmement pauvre va utiliser la plus grande partie de son budget à s'armer. Parce qu'il est certain que d'autres guerres sont prévisibles. L'Inde est devenue l'ennemi héréditaire et ne cessera jamais de l'être. Et le Cachemire, en fait? Il est partagé. Mais les deux parties ne s'accorderont jamais sur ce sujet, vous le savez bien. Alors, on a une première guerre, elle va être suivie de beaucoup d'autres? Oui, au total, il y en aura 4. Et à chaque fois, c'est l'Inde qui l'emportera. En 1971, c'est d'ailleurs à l'issue d'un nouveau conflit que le Pakistan oriental fera sécession. Que deviendra le Bangladesh. C'est ça. Enfin, revenons, si vous voulez bien, un petit peu en arrière. L'antagonisme entre l'Inde et le Pakistan se traduit aussitôt sur le plan international. L'Inde, vous ne l'ignorez pas, choisit assez vite le camp des pays non alignés. Essentiellement des pays du tiers-monde. Qui sont plutôt opposés à l'Occident et donc anti-impérialistes. L'Inde ira même jusqu'à nouer des liens politiques et économiques assez étroits avec l'URSS. Ouais, alors je vois ce que vous voulez dire. Par conséquent, le Pakistan va choisir le camp opposé. C'est presque forcé. Dès le milieu des années 50, le Pakistan entre dans l'OTAS, l'équivalent de l'OTAN pour le sud-est asiatique, et signe un traité d'assistance et de défense avec les États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Au début des années 60, une guerre assez courte oppose l'Inde et la Chine. Aussitôt, le Pakistan se rapproche de la Chine. Un rapprochement qui ira assez loin, en particulier dans la coopération nucléaire. Ouais, bref, tous les ennemis de l'Inde sont les amis du Pakistan. Évidemment. L'autre conséquence de cet état de guerre permanent, c'est bien sûr la prééminence des militaires dans la vie politique du pays. Et en 1958, ça devient encore plus clair. Un maréchal, Ayub Khan, s'empare du pouvoir à la suite d'un putsch. Il ne le quittera qu'en 1969, mais c'est un autre militaire qui lui succède. Ouais, bah, rien ne change. Hein. Oui, sauf que ce général promet les élections. Elles sont catastrophiques pour les militaires. À l'ouest, c'est un socialiste qui gagne, Zulkifar Ali Bhutto. Mais c'est le père de Benazir Bhutto, qui sera plus tard Premier ministre. Oui, et à l'est, au Bengale, c'est un parti sécessionniste qui remporte les élections. Ce sera l'origine de la troisième guerre indo-pakistanaise et de la création du Bangladesh. Nous en avons déjà parlé. Alors, tournons-nous vers l'ouest. Ce sont donc les urnes qui portent le socialiste Bhutto au pouvoir. Oui. L'ouest, donc c'est le Pakistan actuel. Hein. Alors, Bhutto, socialiste... mais attendez, c'est aussi l'héritier d'une grande famille de propriétaires terriens. Hein. C'est vrai. La société pakistanaise est encore une société féodale et fortement inégalitaire. N'empêche que Bhutto commence par mener une véritable politique socialiste. Nationalisation, réforme agraire, etc. Mais rapidement, le nouveau régime est miné par la corruption. Et Bhutto, sentant son pouvoir menacé, donne des gages à l'opposition en procédant à une islamisation progressive du pays. Un pays qui est d'ailleurs, il faut le remarquer, presque exclusivement musulman. À 97%, oui. Mais c'est Bhutto qui donne le mouvement. Bhutto aussi qui lance le programme nucléaire. Il veut être le promoteur de la première bombe atomique islamique, comme il le dit. Toutefois, Bhutto, malgré un succès électoral incontestable, est de plus en plus fragilisé. À l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. À l'extérieur. Ce socialiste n'est pas très bien vu à Washington. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, pour les Américains, le Pakistan est un pion très important dans la région. Il ne faut pas oublier que le pays a des frontières avec une des républiques soviétiques, le Tadjikistan. Il abrite en outre des installations militaires américaines, systèmes d'écoute et aéroports militaires. Mais donc Washington le surveille de près. C'est évident. La question nucléaire pose aussi problème. Voilà, la crainte de la prolifération. C'est certain. Et la Maison-Blanche ne s'oppose nullement, bien au contraire, au coup d'État du général Zia-ul-Haq en 1977. Zia, un général qui a été nommé chef d'état-major par Bhutto peu de temps avant ce putsch. Ouais, on ne se méfie jamais assez. Hein. Allende aussi faisait confiance à Pinochet. Pour son malheur, oui. Ouais. Alors qui est ce général là? C'est un officier qui a été formé par les Britanniques. Il a d'ailleurs combattu sur plusieurs fronts lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis il a fait une carrière assez brillante et rapide dans l'armée. Général de brigade, il a fait partie de ces officiers prêtés à la Jordanie pour écraser les Palestiniens en 1970. Un septembre noir. Oui. Après, il est allé en stage aux États-Unis. Ouais, c'est important, ça. Certainement. Enfin, il a été nommé à la tête de l'armée de terre. Un poste clé pour qui veut réaliser un putsch. Oui. Zia-ul-Haq a une autre particularité. C'est un homme très pieux qui va d'emblée affirmer sa volonté d'accroître encore l'islamisation de son pays. Un homme impitoyable aussi. Dès son arrivée au pouvoir, il fait arrêter Bhutto, obtient de le faire condamner à mort. Et malgré les protestations de la communauté internationale, il va le faire exécuter par pendaison. C'est exact. Ça lui vaut d'être unanimement condamné, même aux États-Unis. Mais heureusement pour lui, Zia-ul-Haq va rapidement devenir un homme indispensable.
Les rapports du Pakistan avec Washington sont anciens et étroits, si j'en crois John Cooley, auteur d'un livre intitulé « CIA et Djihad » paru en 2002 chez Autrement. On peut situer les débuts de l'alliance américaine à l'année 1951. Dans les premiers temps de la guerre froide, quand les États-Unis cherchèrent à créer autour de l'Union soviétique un cordon de bases aériennes stratégiques et de postes d'écoute, l'administration Truman décida que ses alliés d'Iran, où régnait le jeune Mohamed Reza Pahlavi, et d'Irak, alors doté d'un régime pro-occidental encore sous forte influence britannique, ne pourraient être défendus efficacement contre l'empire de Staline sans l'aide du Pakistan. Oubliant leurs relations spéciales avec la Grande-Bretagne, les États-Unis établirent des liens directs avec le Pakistan. La bureaucratie militaire et civile, déjà redevable à Washington d'une aide économique et militaire, dominait alors le nouvel État islamique. Le Pakistan avait une chance de s'attirer les faveurs de Washington en soutenant la cause des États-Unis, celle des Nations Unies officiellement, dans la guerre de Corée. De juin à décembre 1950, le Dominion du Pakistan, comme on l'appelait alors pour souligner le lien au Commonwealth, fournit des matières premières aux troupes américaines en Corée. Le 19 mai 1954, le Pakistan signa avec les États-Unis un accord d'assistance militaire et technique à des fins exclusivement défensives, sur le papier du moins. Le même auteur affirme en outre que, dès cette époque, le Pakistan a rejoint le réseau secret, incluant les deux agences américaines de renseignement, la CIA et la NSA. Zia-ul-Haq est arrivé au pouvoir au beau milieu de l'été 1977. Bhutto est pendu en avril 1979. Le régime militaire pakistanais est alors mis au ban des nations, je vous l'ai dit. Mais en décembre de la même année, les soviétiques envahissent le pays voisin, l'Afghanistan. Et tout va changer. Oui, parce que les Américains vont avoir besoin de djihad. Et naturellement, le Pakistan apparaît alors comme le pays le mieux placé pour centraliser la lutte contre l'armée soviétique en Afghanistan. Sorte de base arrière. Oui, c'est au Pakistan que vont être formés les Moudjahidines qui vont aller combattre en Afghanistan. Et c'est du Pakistan, en passant par les fameuses zones tribales, qu'ils vont partir combattre. Zia-ul-Haq devient alors intouchable, car rien ne peut se faire sans son accord. On oublie donc les violations des droits de l'homme et même le programme nucléaire qui continue sous Zia, comme il avait commencé sous Bhutto. Et toujours attendez, là, avec la coopération de Pékin ? Bien entendu. Zia ne voit que des avantages à aider les Occidentaux, essentiellement les Américains et l'Arabie Saoudite, qui va largement mettre la main à la poche. Mais il y a d'abord l'aide militaire américaine, elle est considérable. En outre, certains des matériels destinés aux combattants afghans finissent dans les arsenaux pakistanais. Mais on va en reparler, ça. Non, le plus important pour Zia, c'est qu'à l'occasion, il peut espérer réaliser une de ses ambitions. C'est-à-dire, quoi ? Laquelle ? Je vous écoute, là. Zia voit grand. Son pays est accolé à l'Inde. Et il veut disposer d'une profondeur stratégique. Une profondeur qu'il ne peut acquérir que dans une sorte d'annexion de l'Afghanistan. Un Afghanistan qui serait à ses bottes et où il ferait la loi via quelques affidés. Une sorte de province pakistanaise. Oui, mais il voit encore plus loin. Il est persuadé qu'un jour ou l'autre, les républiques soviétiques musulmanes se détacheront de l'URSS. Là, il n'a pas tout à fait tort. Et il se verrait bien régner sur une confédération d'États islamiques de la région. Très ambitieux. Incontestablement. Ses alliés américains ne voient pas aussi loin. Je crois même qu'il n'approuve pas ces projets expansionnistes. Non, pour Washington, il y a deux choses qui comptent, l'enlisement soviétique en Afghanistan. Oui. Pour eux, c'est la revanche de la guerre du Vietnam. Oui, et l'Empire soviétique devra en partie son écroulement à cette désastreuse guerre d'Afghanistan qui coûte très cher en hommes et en argent. Et la deuxième chose, alors ? L'accès aux richesses en gaz et pétrole des républiques d'Asie centrale. Les Américains imaginent déjà la construction d'un pipeline dans un Afghanistan pacifié. Mais avant de voir tout ça de plus près, voyons comment Zia-ul-Haq procède à l'intérieur même de son pays. D'abord, je dois vous dire que le seul ciment de ce pays, c'est l'islam. L'islam qui est à l'origine du pays, puisque la partition s'est faite selon des critères uniquement religieux. C'est juste, mais ce n'est pas si simple. Parce qu'il existe au sein même de l'islam des divisions. Oui, c'est quoi, entre chiites et sunnites? Oui, au Pakistan, ces derniers sont largement majoritaires et les chiites se plaignent d'être tenus pour quantité dérisoire. Il y a aussi une mosaïque d'ethnies qui ne s'entendent pas forcément très bien entre elles et qui, surtout, ont des langues différentes. Il existe quand même une ethnie majoritaire, hein? Oui, ce sont les Pendjabis, qui représentent plus de la moitié de la population et qui, bien sûr, accaparent le pouvoir et les meilleures places au détriment des autres. Les Sindhis, les Baloutches, les Pashtuns et aussi ceux qu'on appelle les Mohajirs, c'est-à-dire des millions de musulmans qui ont fui l'Inde en 1947. Ouais, pas facile à gouverner un pays pareil, hein? Non, et Zia-ul-Haq sait qu'il ne peut régner qu'avec la force et l'islam, malgré la déchirure entre sunnites et chiites. Faites-lui, qu'est-ce qu'il est? Sunnite, j'allais dire naturellement.
C'est pourquoi, même si je n'aime pas trop ce mot dont on abuse, il va sciemment instrumentaliser l'islam. Ouais. C'est le mot instrumentalisé que vous n'aimez pas. Bon, c'est-à-dire en faire l'une des bases de son pouvoir. Oui, et à peine arrivé au pouvoir, il annonce son intention de faire appliquer la charia. Ouais, la loi musulmane, enfin, comme en Iran. C'est ça. Ouais. Il faut noter que Khomeini arrive au pouvoir à peu près en même temps que Zia-ul-Haq, ce qui permettra d'ailleurs à ce dernier de procéder à l'islamisation sans que personne ne s'émeuve. Oui, parce qu'on ne regarde que ce qui se déroule en Iran. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Et pourtant, ce qui va se passer au Pakistan n'est pas moins grave. Puis avez-vous dit, il y a le parapluie américain. Bien sûr. Donc Zia-ul-Haq va agir dans une sorte de discrétion et de parfaite impunité. J'ajoute, pour être tout à fait complet, que l'utilisation de la religion dans les deux pays est très différente. Pour résumer grossièrement, disons que la révolution islamique iranienne est populaire. Ce sont les jeunes et les pauvres qui ont été mobilisés par les ayatollahs, mais au Pakistan, c'est le contraire. C'est-à-dire, soyez plus précis. L'islamisation vient du haut, et elle sert essentiellement à empêcher les masses populaires de se révolter. Oui, et de supporter, pour mieux supporter leurs conditions. Au nom d'Allah, politiquement, ça permet au général Zia de justifier la dictature militaire. Seul un État fort peut instaurer la charia. Ça repousse d'autant la restauration de la démocratie. Mais alors, au Pakistan, comment se traduit concrètement cette islamisation? La charia, c'est d'abord l'introduction du code pénal islamique. Ouais, alors ça, les châtiments corporels, les lapidations de femmes adultères... Oui, mais je dois, à la vérité, dire que Zia veillera à ce qu'il n'y ait pas trop d'excès. C'est le symbole qui compte plus que son application. Autre point très important, l'aumône. L'aumône qui est, je crois, l'un des 5 piliers de l'islam. Hein. Et qui s'appelle en arabe la zakat. Dans la plupart des pays musulmans, cette zakat procède de l'initiative individuelle. Donne qui veut bien donner. Oui, mais Zia entend aller plus loin. Et il fait de la zakat un impôt obligatoire grâce à un prélèvement direct sur les comptes bancaires. Autant vous dire que ça provoque des remous. Les chiites en particulier arguent du fait qu'ils donnent déjà volontairement de l'argent à leurs ayatollahs. Ils ne veulent pas donner une seconde fois. Et on les comprend. Leurs protestations sont si véhémentes que Zia recule. Les chiites sont dispensés de cette zakat obligatoire, ce qui fait hurler les chefs sunnites. Quoi, ils sont jaloux? Ils ont surtout peur que des sunnites passent au chiisme pour ne pas payer cet impôt. Ah oui, effectivement. Ouais. Tout cela pour vous dire qu'au Pakistan, les querelles religieuses jouent un grand rôle. Mais alors, cette zakat, elle va voir le jour, hein? Oui, c'est une masse d'argent considérable qui va être engrangée année après année. Il y a un argent qui va servir à quoi? Là, vous touchez le point sensible. Cette manne est distribuée aux écoles religieuses. Les madrasas, comme on les appelle, des écoles coraniques dont les diplômes sont reconnus par l'État et qui vont se multiplier dans tout le pays. Prises en main par les oulémas, les plus fondamentalistes, elles vont former des millions de jeunes à un islam rigoriste et sectaire. D'une certaine façon, est-ce que Zia n'a pas ouvert la boîte de Pandore? Lui, non, parce que ces jeunes qui reçoivent l'enseignement des madrasas lui sont acquis. Mais ceux qui soutiennent son régime et ferment les yeux, oui. Pensez aux Américains. En particulier. Parce que dans les madrasas, on accueille aussi les enfants des réfugiés afghans massés aux frontières. Et ce sont dans ces écoles que Ben Laden et le Mollah Omar recruteront les talibans. Taleb voulant dire élève, comme vous le savez. Christophe Jaffrelot est l'un des meilleurs spécialistes du Pakistan. Dans un livre paru en 2000 chez Fayard, voici ce qu'il écrit. L'essor spectaculaire des madrasas est devenu une caractéristique fondamentale de l'islam pakistanais. Avant l'arrivée au pouvoir de Zia, les écoles religieuses étaient peu nombreuses, 137 lors de la création du pays, et n'exerçaient qu'une influence négligeable. À partir de 1979, Zia entreprit une politique de réforme qui devait permettre aux madrasas d'obtenir une reconnaissance officielle dans le système d'éducation pakistanais, similaire à celle dont bénéficiaient les écoles laïques, à condition qu'elles introduisent des disciplines modernes dans leur programme scolaire. Par cette politique, il visait non seulement à renforcer les institutions sunnites et à faire accepter son leadership par les oulémas afin de donner une légitimité islamique à son régime, mais également à exercer un contrôle sur ces écoles de manière à neutraliser tant le clergé que les enseignants et les étudiants. Et Jaffrelot d'ajouter qu'il existait en 1999 plus de 7000 madrasas au Pakistan. L'Afghanistan donc. Une organisation va y jouer un rôle essentiel, les tout-puissants services secrets pakistanais, l'ISI. Zia-ul-Haq a en effet obtenu des Américains que toutes les livraisons d'armes aux moudjahidines afghans passent par l'ISI. C'est aussi l'ISI qui choisit à qui seront distribuées les armes et qui veille sur les camps d'entraînement situés au Pakistan. Et justement, alors, qui est choisi? Les groupes les plus extrémistes. L'un en particulier dirigé par le chef de guerre fondamentaliste et fanatique, Gulbuddin Hekmatyar, un homme, notez-le bien, qui est très anti-occidental. Et pourquoi insistez-vous sur ce point? Parce que les Américains n'apprécient guère qu'une grande partie de leur aide militaire aille à ce type. Mais ils doivent faire contre mauvaise fortune bon cœur.
car ils dépendent des Pakistanais. Alors ils laissent faire. Oui, bien que le patron de la CIA, William Casey, fasse de nombreux voyages dans la région pour surveiller toute cette affaire. Il y a un autre point qui assurément pose problème aux Américains, même s'ils feignent de n'en rien voir, c'est la drogue. Oui, il s'agit de l'opium cultivé en Afghanistan. Et qui faisait l'objet d'un commerce très actif sous la houlette des services secrets pakistanais. Mais encore une fois, au moins jusqu'au désengagement soviétique en Afghanistan, la priorité de la Maison-Blanche, c'était l'enlisement de l'armée rouge. Et quand les chefs de l'ISI... Les services pakistanais. Oui, quand les chefs de l'ISI se sont rendus compte que Hekmatyar n'était peut-être pas le bon cheval, ils ont tout misé sur ces talibans qu'ils avaient contribué à former et qu'ils vont puissamment armer. Et dans cette mesure, mais nous en avons déjà parlé, on peut dire que Ben Laden est à la fois une créature des services saoudiens et des services américains via l'ISI. Enfin, vous insinuez que certaines des initiatives de Zia-ul-Haq et de ses services n'étaient pas vraiment appréciées par Washington. Hein. Je pense, oui. Puis il y avait le nucléaire. Zia, avec beaucoup d'habileté, profitait du soutien inconditionnel américain pour accélérer le processus de fabrication de sa bombe atomique. Aux États-Unis, de nombreux hommes politiques grinçaient des dents. Mais est-ce que ça veut dire, enfin, puisque je sais que vous voulez me parler de la mort du général Zia, que les Américains auraient pu songer à le liquider? Attendez, vous voulez toujours aller trop vite. Non, mais j'essaie de comprendre, ouais, c'est bon, tout. Admettons. Alors, avant d'essayer de savoir qui est responsable de la mort de Zia, voyons comment il a été tué. Ouais, je vous écoute là. À la mi-août 1988, le général-président se rend dans le sud du pays pour assister à une démonstration effectuée par de nouveaux chars américains. Il est accompagné par plusieurs hauts dignitaires militaires et par l'ambassadeur des États-Unis. Puis, après l'exercice, il remonte dans son avion, direction Islamabad. Avec tous ces hommes dont vous m'avez parlé, là. Oui. Oui, l'avion présidentiel est un avion très sûr, un Hercule C-130, baptisé Pakwan. Comme Pakistan, j'imagine. Vous imaginez bien. Quelques minutes après le décollage, au sol, des témoins voient l'avion faire une boucle, puis une deuxième, encore une, puis le C-130 pique vers le sol, s'écrase et explose. Alors, que s'est-il passé? L'appareil était en parfait état et les commandants de bord des chiites étaient des pilotes très expérimentés. C'est Zia lui-même qui les avait choisis. Ah, et les chiites pourraient penser à un attentat suicide? Bon, ça je ne le crois pas. D'autre part, si les pilotes avaient constaté un dysfonctionnement technique de l'appareil, ils auraient immédiatement contacté la tour de contrôle, mais rien. Aucun message? Un seul, pour dire que tout allait bien. Enfin, avançons. Pour la plupart des experts aéronautiques, ça ressemble à un sabotage. Pourtant, les Américains, qui, rappelons-le, ont perdu leur ambassadeur dans le crash, soutiendront toujours la thèse de l'accident. Et la Maison-Blanche, après avoir envisagé d'envoyer sur place une équipe du FBI, ne donnera pas suite. C'est bizarre, ça, non? Je suis d'accord. Alors, l'attentat? Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une bombe, puisque l'appareil était encore intact lorsqu'il a touché le sol. Ses moteurs tournaient même à plein régime. Et s'il y avait une bombe, il y aurait eu dispersion des débris, c'est ça? Évidemment. Alors, un missile solaire? Non, il y aurait eu là aussi dispersion. Et puis sur la carcasse, on n'a retrouvé aucun impact. Autre hypothèse? Oui, une hypothèse très sérieuse. Et sans doute la bonne. Un gaz qui aurait presque instantanément paralysé les hommes d'équipage et les passagers. Oui, mais comment ce gaz aurait-il pu se répandre dans la carlingue? Il aurait été introduit dans le système de ventilation. Un tout petit récipient actionné par un minuscule détonateur qui libère le gaz liquide qui va s'introduire très rapidement à l'intérieur de l'avion. Mais c'est du James Bond. Absolument pas, ces gaz existent. Et n'importe quel service secret moderne peut fabriquer ce genre de système. Peut-être, mais enfin vous avez des preuves, des indices pour conforter votre thèse, hein? Oui, à la suite d'analyse, on a trouvé des traces infimes d'explosifs dans la carcasse de l'avion. Et quoi, c'est le détonateur? Vraisemblablement. Ouais. Mais si un gaz paralysant avait été utilisé, on aurait sans doute trouvé des traces dans le corps même de victimes. Si des autopsies avaient été pratiquées, oui, certainement. Mais les corps, y compris celui de Zia, ont été prestement inhumés. On a prétexté la loi coranique qui impose l'enterrement dans les 24 heures. Mais même la loi coranique permet des exceptions. Et ce crash en était une. Est-ce que ça veut dire qu'on ne voulait rien retrouver? Je le pense. Et ça peut vous donner une piste. Les gens qui ont succédé provisoirement à Zia, d'autres militaires, ne désiraient sans doute pas que les enquêteurs soient trop curieux. Ouais. Des complices? C'est très possible. Autre chose. Il fallait introduire ce dispositif dans l'avion. Or, j'imagine que l'avion présidentiel devait être très surveillé. C'est certain. Mais le matin même, des techniciens ont travaillé sur le C-130. Ils ont changé une porte. On pouvait aisément en profiter pour placer l'engin dans la ventilation. Ouais, n'empêche que moi j'ai toujours des doutes. Hein. Alors, un dernier argument. Un autre avion militaire avait pris l'air. Son commandant de bord a essayé d'entrer en contact avec Pakwan. Et il a constaté que la radio de bord était allumée car il a entendu des voix très faibles. Mais personne n'a répondu.
Des voix faibles, c'est les pilotes qui sombraient dans l'inconscience? Et l'un d'eux avait sans doute la main sur le bouton de la radio. Et qui était resté allumé. D'accord, alors, selon vous, qui derrière cet attentat? On a l'embarras du choix. Tant étaient nombreux les gens ou les pays qui voulaient se débarrasser du général Zia. Mais voyez ça de plus près, là. Les premiers auxquels on pense, ce sont les soviétiques. À cause du soutien apporté par Zia aux rebelles afghans. Bien entendu, Moscou accusait ouvertement le Pakistan de soutenir le terrorisme international. Ah, ça me rappelle quelque chose. En effet, le KGB avait créé une branche afghane qui avait déjà perpétré de nombreux attentats au Pakistan. Et les services soviétiques avaient la capacité technologique pour piéger l'avion de Zia. Certainement, mais je ne crois pas à cette piste. Gorbatchev, qui avait déjà commencé à se désengager de l'Afghanistan, avait d'autres chats à fouetter. Le gouvernement indien aussi aurait pu être tenté d'éliminer le président pakistanais. En particulier parce qu'il était soupçonné de soutenir la rébellion sikh. Mais là encore, ça me semble improbable. Alors, qui d'autre encore? Le clan Bhutto. Benazir Bhutto, la fille d'Ali Bhutto, assassinée par Zia, pouvait avoir eu de bonnes raisons de venger son père. Il y avait surtout son frère aîné, qui avait mené des actions de guérilla contre le gouvernement pakistanais. Mais la sophistication du procédé employé permet presque à coup sûr de l'éliminer de la liste. Alors, les Américains, eux, si je vous ai bien compris, avaient aussi de solides arguments. Et outre le fait qu'ils sont souvent dans les mauvais coups perpétrés sur la planète, ils redoutaient de plus en plus le général Zia. Non, il fait plutôt. Ah, je suis d'accord. Mais leur ambassadeur se trouvait dans l'avion présidentiel. Aurait-il sacrifié ce diplomate chevronné à seule fin de se débarrasser de Zia? Ben, oui, mais Zia devenait moins indispensable puisque Moscou mettait les pouces en Afghanistan. Non, ça me paraît difficilement croyable. À cause de l'ambassadeur. Alors, je répète, qui? Je vous ai donné une piste tout à l'heure. Les militaires qui succèdent brièvement à Zia n'ont, semble-t-il, pas été très pressés de réaliser une enquête très sérieuse. Ils se sont contentés d'accuser les puissances étrangères d'avoir perpétré le coup. L'Inde... Et l'URSS. Ouais. Et quelque chose m'a frappé. Zia et le général Rehman, le plus haut dignitaire de l'armée pakistanaise, n'avaient guère envie d'aller assister à cet exercice de char. Mais leur entourage proche, composé de militaires bien entendu, a insisté. S'ils ne venaient pas, ce serait un affront pour l'armée et aussi pour les États-Unis. Zia et Rehman ont donc consenti à faire ce voyage qu'ils jugeaient pourtant parfaitement inutile. Et cette insistance alors de leur entourage vous paraît suspecte? Hautement suspecte, oui. Parce que ça ressemble à un piège. D'autre part, il se disait à Islamabad que le général Zia allait procéder de façon imminente à un sérieux remaniement au sein de l'armée. Et certains ont eu peur. Alors pour vous, ce serait donc une fraction de l'armée? Oui, des hommes de l'ISI qui pouvaient craindre aussi que sous la pression des Américains, Zia ne change de politique vis-à-vis de la question afghane. En cessant par exemple de soutenir les rebelles les plus extrémistes. Ou toujours sous la pression américaine en mettant fin au monopole de l'ISI sur la distribution des armes aux Moudjahidines. Une distribution qui leur assurait de confortables profits tant en armes pillées et revendues qu'en drogue qu'ils obtenaient de leurs contacts afghans. Tout ça, vous en conviendrez, ça fait beaucoup, et ça justifiait amplement l'assassinat de Zia. Qu'en pensez? Beaucoup d'informations sur les circonstances de l'accident qui a coûté la vie au président pakistanais semblent plausibles. Elles ont été établies par le journaliste Jay Epstein dans un article de Vanity Fair repris par le Times. Mais la question des commanditaires demeure non résolue, et je laisse volontiers à M. X la responsabilité de sa thèse.